Voilà, François Boulard, Monsieur le Président, on choisit l'un ou l'autre. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc un petit peu le bilan 2017 du département et les projets 2018. Très bien. Voilà. Alors donc je vous laisse la parole. Après on verra sur le plan social, jeunesse, enfin un petit peu tout. Qu'est-ce qui est en prévision pour l'année qui commence? Alors, vous savez que le département a maintenant des missions qui sont bien délimitées et la loi nous interdit de faire autre chose. Oui. C'est plutôt un avantage, c'est clair. Ça cadre. Ça cadre, exactement. Alors, dans nos missions principales, il y a le social, Oui. qui est évidemment très important. Le social, ce sont les personnes âgées. On en parle beaucoup actuellement. Oui. Nous inquiétons surtout du faible nombre de places qui nous sont attribuées par l'État via l'Agence régionale de santé. C'est l'État qui détermine les nouvelles places. Pour les 3 ans qui viennent, on nous en annonce 49 pour tout le département, alors que les besoins sont considérables. Oui. La population, comme partout, vieillit. Et caractéristique du Morbihan, il y a des gens qui viennent en retraite ici et qui, évidemment, un certain nombre d'années après, ont besoin d'aller dans un établissement. Donc ça, c'est un de nos soucis majeurs, le nombre de places pour les personnes âgées. Sinon, notre politique continue, on rénove beaucoup d'établissements. Deuxième grand domaine social, le RSA et l'insertion. Là, on peut dire qu'avec une situation du chômage qui s'est stabilisée, on n'a pas d'augmentation de dépenses, mais ça reste un gros poste. On n'est pas loin de 100 millions d'euros pour le département du Morbihan. Troisième sujet, qui est lui aussi préoccupant, ce sont les personnes handicapées. Et notamment pour celles qui ont besoin d'être dans un établissement. Là encore, pour beaucoup d'établissements, c'est l'État qui décide, et l'État ne nous laisse pas entrevoir beaucoup de possibilités de création de places. Or, nous avons besoin d'établissements d'accueil, en particulier pour des jeunes majeurs, qui restent dans des établissements pour mineurs, parce qu'ils n'ont pas de place ailleurs, et ça bloque évidemment l'entrée d'autres enfants dans ces établissements. Alors ça, c'est dramatique, parce que même si c'est un nombre relativement limité, on parle de 100, 150 personnes, pour les familles, c'est souvent des drames, c'est terrible. Et là où nous sommes prêts, nous, à mettre de l'argent et à développer ces établissements, eh bien, on craint d'avoir un blocage de la part de l'État. Pourquoi Parce que l'État n'a pas d'argent, tout simplement. Et que mais à partir du moment où c'est le département qui se substitue un petit peu à ça. Le département cofinance avec l'État. Et c'est la raison pour laquelle l'État n'ouvre pas de poste. Mais ce sont des dépenses, somme toutes limitées à l'échelle nationale. Et c'est vraiment tout à fait anormal que des crédits ne soient pas débloqués. Enfin, le dernier domaine, grand domaine social, c'est la protection de l'enfance. Les enfants qui nous sont confiés. Là, c'est je dirais, une responsabilité très lourde du département, parce que des jeunes qui sont retirés par décision de justice de leur famille, c'est souvent des cas très douloureux. Nous nous efforçons de bien les accueillir dans des familles d'accueil pour l'essentiel. Ça se passe plutôt bien dans notre département, mais nous avons depuis quelques années, et une circulaire de Madame Taubira, un afflux de mineurs étrangers qui viennent d'autres départements, qui sont répartis dans la France entière. Au début, c'était quelques dizaines. Aujourd'hui, nous atteignons le nombre de 300 enfants confiés. Ça sature nos possibilités. Ça fait plus du quart des enfants accueillis par le département dans leur ensemble. Et c'est très difficile à gérer, parce que certains d'entre eux sont passés par des écoles coraniques, ont des comportements qui ne sont pas du tout assimilables à notre mode de vie. Et donc, nous avons beaucoup de mal avec ce sujet-là. Voilà pour le champ social, qui est le champ principal du département aujourd'hui. La santé. Alors, la santé, c'est pas nous. On a quelques compétences marginales, mais c'est pas essentiel pour nous. Il y a les collèges. Alors ça, ce sont de très gros dossiers, puisque en raison de mouvements démographiques et du vieillissement d'un certain nombre de bâtiments, nous sommes amenés ces années-ci à beaucoup investir dans les collèges. Alors nous avons décidé de reconstruire Briseux à Lorient, le chantier est en cours. Nous avons construit le collège d'Elvin, qui s'appelle d'ores et déjà le collège Simone Veil, qui a été livré pour la rentrée dernière. Et nous avons un projet à Lorient qui a fait couler un peu d'encre, parce que, en accord avec la mairie de Lorient, nous avons décidé de fusionner 2 collèges qui ont des effectifs assez faibles, dont l'un est en très mauvais état, l'autre un peu mieux, mais pas, et surtout
enclavé dans un quartier dit de politique de la ville, donc avec des familles qui rencontrent des difficultés pour beaucoup d'entre elles. Et là, la décision a été prise de créer un collège neuf, bien situé, très près en réalité des deux autres, et qui est la meilleure solution pour accueillir dans de très bonnes conditions les collégiens lorientais. Donc les collèges, c'est pour nous à la fois un gros travail et surtout des investissements très lourds, puisque un collège, l'ordre de grandeur, c'est 15 millions d'euros. Donc vous imaginez, 3 collèges sur un espace de 4 ans, ça fait quand même des sommes respectables. Voilà pour les grands sujets. Il reste les routes, où nous continuons à investir beaucoup. 30 millions d'euros par an. Les départements voisins sont à la moitié ou au tiers. Donc là c'est un grand domaine d'investissement. J'ai inauguré il y a quelques jours le viaduc de Stival, le contournement nord de Pontivy, qui était un axe important. L'année dernière. Qui a été, effectivement, je m'étais rendu sur place. Et donc on a des grands chantiers routiers. On a l'axe Vannes-Pontivy avec le contournement de Lobinay. Donc là on a encore pour quelques années de travaux. Et puis quelques autres axes prioritaires. Donc il y a du travail dans le domaine routier. Dans les compétences qui nous restent, pour parler des principales, il y a aussi le tourisme, dans lequel nous avons une action importante. Nous soutenons financièrement le comité départemental du tourisme, qui fait par exemple de très belles campagnes de promotion du département, et c'est pour partie l'explication de la progression de l'activité touristique dans le département du Morbihan. Le Morbihan se porte bien, c'est un des départements qui se porte le mieux en France. Alors, ça il y a une bonne gestion quand même. Voilà, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord l'économie morbihanaise, les problèmes que les uns et les autres. Non, je parle au niveau du département. Alors, la collectivité. Alors, la collectivité, oui. La réponse est oui. Elle est saine, elle est par rapport. Le département a toujours été bien géré. Mais depuis que je préside, soit d'abord le conseil général, maintenant appelé conseil départemental, nous avons sérieusement amélioré la situation financière malgré la baisse des dotations de l'État, malgré l'augmentation des dépenses sociales. Nous avons, alors là, une série de bonnes nouvelles. Nous avons réduit l'endettement l'année dernière. Nous allons augmenter l'autofinancement, c'est ce qui permet d'investir. On a toujours un investissement élevé, et notamment financé par de l'épargne et pas par de la dette. Et la bonne nouvelle, et c'est un scoop que je vous révèle, alors on l'écoute. Le résultat de 2017 doit être de l'ordre de 28 millions d'euros. Donc on avait des prévisions qui étaient les plus justes possibles, mais malgré ça, on dégage 28 millions qui vont servir à financer les investissements de 2018. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai annoncé au moment des vœux au personnel du département qu'il y aurait une prime liée à ces résultats-là, de telle sorte qu'on salue les efforts de productivité qui ont été consentis par l'ensemble des agents. Donc, sur le plan financier, c'est vrai que nous allons très bien, mais c'est la condition que tout se passe bien. Parce que quand on a du mal à boucler son budget, imaginez que arrive un événement comme celui qui nous a touché il y a quelques temps, la constatation que le collège Briseux était véritablement à reconstruire à Lorient, il faut du jour au lendemain dégager 15 millions. Et si vous n'avez pas une bonne situation financière, vous ne pouvez pas. Alors vous repoussez les travaux, vous faites attendre des gens, personne n'est content. Là, chez nous, quand il y a un besoin, eh bien, nous sommes capables de répondre très vite parce que la situation financière est saine. Et puis, je me permets aussi de dire qu'en 2018, nous aurons à nouveau une baisse d'un impôt départemental, la taxe sur le foncier bâti, qui est un impôt important, que paye quand on est propriétaire d'un bien immobilier, et c'est le cas de plus de 70% des Morbihanais. C'est pas l'apanage des plus riches. Là, la taxe va baisser, pour la part départementale, de 3% l'année prochaine, ce qui n'est quand même pas totalement négligeable. On a l'habitude de voir les impôts toujours grimper. Chez nous, régulièrement, ils baissent. Ils baissent. Déjà l'année dernière, ils avaient baissé. On avait baissé, et alors là, plus modestement, de 1%. Et nous avons baissé aussi la taxe d'aménagement que payent les gens qui déposent un permis de construire. Et c'est important de soutenir la construction neuve. Et nous avions baissé là de 13% la taxe d'aménagement. Ah oui. Bien. On en arrive justement donc... Le tourisme amène aussi un petit peu certains projets industriels, comme le projet hydrolien donc, dans le golfe du Morbihan, qui est prévu autour de l'île de Berdère et dans des endroits justement quand même très touristiques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez réservé. Bon. Les hydroliennes, d'abord, n'ont pas fait la preuve
de leur fiabilité et de leur pertinence comme source d'énergie, au moins à une certaine échelle. Oui. Bon, c'est assez compliqué. Il y a eu des essais qui ont été menés sans grand succès. Ça, oui, le milieu marin est un milieu difficile. Le golfe du Morbihan, au surplus, est un milieu extrêmement sensible. Et là, les projets qui ont été évoqués pour l'instant, se situent pas forcément au bon endroit, puisqu'ils sont de part et d'autre de l'île de Gavrinis, qui est un site mégalithique majeur pour le Morbihan. Et comme on le sait, le golfe du Morbihan a été envahi par la mer à une date assez récente. En témoigne d'ailleurs le cromlech d'Erlanik, qui est en grande partie sous l'eau. Donc à l'époque du néolithique, c'était sur terre. Et il est probable que dans ces fonds marins, là, il y a des vestiges néolithiques importants. Et donc poser des hydroliennes sur un site mégalithique majeur, ça me paraît une idée relativement contestable. Voilà ce que je peux en dire. Bon, on verra les développements. Et même peut-être aussi le côté du fond marin, une hydrolienne. Bon, on sait qu'elle tourne avec le courant, mais il y a quand même des suites. Alors, c'est sûrement pas neutre à l'égard du milieu. C'est ça que je veux dire, c'est pas quelque chose de figé. Et économiquement, une hydrolienne doit être raccordée au réseau électrique. Donc, il faut tirer des câbles vers un poste de transformation qui pourra le relier au réseau à haute tension ou à très haute tension. Et je pense que, étant donné l'éloignement des lignes, il n'est pas sûr du tout qu'on puisse espérer la moindre rentabilité économique d'investissement comme cela. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Le projet sur l'île de Berder, alors bon, c'est une île privée, ok, chaque propriétaire avait le droit de la vendre, c'est ce qui s'est produit, le groupe Giboire l'a acheté, mais apparemment, on n'en est pas encore sorti. Le projet est beau, le projet est intéressant. Il y a encore eu une demande d'information supplémentaire de l'État, je crois que c'est la semaine dernière. Qu'est-ce que cela vous inspire ? L'île de Berder est un site magnifique. Le propriétaire précédent donc autorisait très largement la visite de l'île, et c'est un lieu de promenade extrêmement privilégié. Qu'il y ait un nouvel acquéreur, c'est dans l'ordre des choses. Je rappelle qu'il n'y avait aucun droit de préemption des collectivités sur cette île. Bon. Donc elle est vendue. Un peu dommage. C'est ainsi. Donc bon, alors le projet, moi j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Simplement, étant donné le nombre de textes très restrictif qui s'applique sur un territoire comme celui-là, sortir un projet sera en tout état de cause quelque chose d'extrêmement difficile. Bon, si c'est un beau projet économique, esthétique d'abord, économique ensuite, c'est intéressant pour la commune de l'Armor-Baden. Et là je rejoins le maire de l'Armor-Baden, qui est aussi conseiller départemental, dans le soutien qu'il apporte à ce projet. J'ai toutefois un regret. Les services de l'État ont la possibilité par la loi de définir le long du littoral ce qu'on appelle les sentiers côtiers, avec des obligations pour les propriétaires de laisser une bande de 3 mètres au bord du littoral pour les promeneurs. On a engagé des chantiers de sentiers côtiers que paye d'ailleurs le département, parce que l'État est incapable de le payer, un peu partout, mais pas là. Très franchement, s'il y avait un endroit où il était urgent de définir le sentier côtier, si demain justement avec ce risque d'implantation, l'usage de l'île devient totalement privative, je pense qu'il y aura beaucoup de mécontentement. Engagé à laisser l'accès au... Néanmoins, je pense que l'utilisation de la loi eût été assez opportune. Oui, peut-être, oui. Bon alors, maintenant on va passer un petit peu au président, François Goulard en 2021, après 2021 ou jusqu'en 2021 ? Vous savez, j'ai un mandat qui court jusqu'en 2021. Oui, justement, mais bon, il y a bien des projets, je suppose. Il y a beaucoup de projets pour le département. Pour le département, mais à titre personnel aussi. Moi, pour l'instant, j'ai une collectivité dont j'ai la responsabilité. J'essaye de faire en sorte qu'elle tourne le mieux possible. Alors d'abord, on en a parlé sur le plan financier, parce que ça rend tout possible. Et si les finances ne sont pas bonnes, rien n'est possible. Ensuite, et ça, c'est pas toujours une préoccupation dans les collectivités, moi j'essaie de faire en sorte que nous améliorions la qualité de nos services. Sans dépenser plus d'argent, on peut faire mieux. Et dans tous nos métiers, les métiers du social, les métiers des routes, les métiers des collèges, il faut que nous ayons des marges de progrès.
Et c'est à ça que je m'emploie, avec les services, avec la nouvelle directrice générale des services, c'est ce que nous faisons. Et ça, quand on prend une responsabilité d'ordre politique, comme d'ailleurs à la tête d'une entreprise, c'est la même chose, c'est notre rôle. Et ça, je le fais pleinement. Alors, ça explique aussi que je m'intéresse moins à l'apparence, aux déplacements, aux manifestations. Mais oui, mais vous savez, les élus, bien sûr, qui sont... et c'est normal à la recherche des voix futures des électeurs, ont tendance à privilégier les sorties, ce qu'on appelle le travail de terrain, qui d'ailleurs n'est pas toujours un travail. Moi, j'ai une collectivité qui a plus de 700 millions de budget, avec plus de 2500 collaborateurs. C'est ça mon travail, et c'est ça que je fais. Alors, pour l'instant, c'est jusqu'en 2021. Après, nous verrons. Bon, j'ai mon âge. C'était juste une question. Mais je dirais que c'est prématuré. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pleinement mobilisé par la responsabilité qui est la mienne. Jusqu'à la fin du mandat. Puisque ce qui est déjà très rassurant, parce qu'il y a eu des tas de bruits qui sont passés à droite et gauche, parce que les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Donc il y a toujours un petit ragot, et puis du coup ça s'enfle, et puis ça devient du tout et du n'importe quoi. Les européennes? Les européennes, c'est une élection. Oui. Je ne suis pas candidat aux élections européennes. Ça, on le sait. D'ailleurs, les deux mandats sont incompatibles. Oui. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle donne. C'est que les mandats sont très largement incompatibles, et ça, beaucoup de gens l'oublient. Non, en revanche, oui, mais enfin, c'est un sujet pour moi, c'est un sujet majeur. Voilà. C'est 2019, donc c'est la prochaine élection. C'est un sujet sur lequel on voit des thèses totalement antagonistes s'opposer. Vous avez des gens qui sont farouchement contre l'Europe et qui sont prêts à adopter une attitude comme celle des Britanniques, à vouloir sortir la France de l'Europe. Et puis il y a des gens qui veulent plus d'Europe, j'allais dire dans le sens où elle est allée jusqu'à présent, qui n'est pas forcément toujours heureuse, parce que l'Europe a des défauts. Moi, je suis fondamentalement partisan de l'Europe, mais je crois aussi que l'Europe doit évoluer, doit être plus pragmatique. Il ne s'agit pas de créer une espèce d'État européen futur qui se substituerait aux États, aux nations actuelles. Je crois, il y a une sorte d'idéologie européenne, mais qui, d'une certaine manière, détache les Français et d'autres populations de l'Europe. En revanche, l'Europe nous est utile. Et c'est l'Europe utile qu'il faut développer. L'Europe, pour moi, devrait être une alliance militaire, une alliance de défense, ce qu'elle n'est pas. Et ce qui empêche que la coopération militaire entre États ait un véritable sens. L'Europe est nécessaire pour peser dans toutes les négociations internationales. On vit dans un moment où il y a des tentatives de repli sur soi. Aux États-Unis, avec Trump, c'est évident. La Grande-Bretagne, un certain nombre de pays européens dans l'est de l'Europe, sans parler d'autres. Et ça, c'est un péril considérable pour notre pays et pour le monde. Et donc, l'Europe est un lieu de coopération utile, et c'est un endroit où on peut faire en sorte que la France pèse plus que son propre poids, parce que l'Europe, c'est considérable. C'est plus peuplé que les États-Unis, c'est un poids économique qui est majeur, et personne ne peut négliger l'Europe si elle parle d'une seule voix. Et donc cet outil-là, il faut absolument le préserver et développer tout ce qui est utile. Et ça, je pense que c'est un véritable combat, et c'est pour ça qu'il m'arrive de parler d'Europe, et certains qui voient les choses par le petit bout de la lorgnette pensent que c'est l'annonce d'une candidature. Non, c'est une conviction profonde qu'il faut parler d'Europe. Il faut en parler de manière compétente, parce que beaucoup de gens qui parlent de l'Europe n'ont jamais mis les pieds à Bruxelles. J'ai vu comment l'Europe fonctionnait, notamment lorsque j'ai été au gouvernement, puisque j'ai notamment négocié un programme pluriannuel de recherche au niveau européen. Et on voit très bien sur un sujet comme celui-là, à la fois l'intérêt de l'Europe et les défauts de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, procède de manière assez déconnectée du réel, et c'est très compliqué, c'est très bureaucratique. Or, en matière de recherche, aucun pays, aujourd'hui, n'a la taille suffisante en Europe pour mener toutes les grandes recherches dans toutes les grandes disciplines. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas un organisme de recherche européen, l'équivalent du CNRS, par exemple, en France, mais à l'échelle européenne, qui permettrait à des pays qui ont une recherche forte, comme la France et l'Allemagne, de mettre leurs moyens en commun, et qui permettrait à des scientifiques de bon niveau qui existent dans
plusieurs pays, mais dans lesquels il n'y a pas les moyens de cette recherche, de venir retrouver leurs collègues français, allemands, qui bénéficient de supports beaucoup plus importants. Un pôle commun. Voilà, sur un sujet comme celui-là, on peut progresser considérablement. Voilà ce que je veux dire sur l'Europe, et j'ai l'intention de prendre la parole dans cette période qui va être cruciale pour notre avenir. Il faut sensibiliser effectivement les populations qui ont trop tendance à suivre un petit peu du tout et du n'importe quoi. Et c'est vrai que l'Europe, par moment, donne un visage assez caricatural. Oui. Ici, nous recevons des crédits du Fonds social européen. C'est une mécanique extrêmement lourde qui fait partir de l'argent de Bruxelles, qui passe par Paris, qui arrive ici avec des conditions d'emploi très compliquées pour donner 3 000 € à une association. Ça n'a pas de sens. C'est de l'Europe compliquée qui n'est pas utile. En revanche, sur des grands projets, l'Europe doit être présente parce que les pays qui constituent l'Europe n'ont pas la taille critique pour les mener à bien. Et alors, en particulier dans les discussions avec les autres blocs du monde, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe peut compter, peut peser et peut agir dans le sens du bien commun. Pas trop déçu pour l'exposition universelle qui du coup n'aura pas lieu. Le Morbihan y était très attaché. Parce que c'est là-dessus qu'on va conclure. C'est une vraie déception. Oui. À vrai dire, c'est assez difficile à comprendre parce que l'État avait soutenu l'exposition universelle, et à l'époque de la décision qui a été prise par le président Hollande, un de ses ministres poussait le dossier, c'était Emmanuel Macron. Oui. Récemment encore, il y avait une réunion des différentes villes, départements et donc de l'équipe qui soutient le projet de l'exposition universelle, et un secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui était venu dire tout le soutien du gouvernement. Oui. Et 2 mois après, brutalement, le Premier ministre qui annonce qu'on arrête tout. Alors, c'est très dommage pour le Morbihan parce qu'on avait un très beau thème, les océans, c'est un thème magnifique. On aurait sûrement fait quelque chose de bien avec les entreprises concernées, les centres de recherche, etc. On avait commencé à travailler et c'était vraiment bon dossier foisonnant. Qui se mettait en place, L'explication, elle est très simple, c'est que l'État vient de réaliser que le métro qui devait relier le plateau de Saclay où était prévue l'exposition universelle ne sera jamais prêt pour 2025. Et c'est vrai que c'est inimaginable. Il coûte très cher, le Grand Paris coûte très cher. Oui, mais on a pris du retard et donc voilà, c'est l'explication. Bon, c'est un regret, oui, bien sûr. La prochaine, on ne sait pas quand. C'est là-dessus qu'on va conclure. Et puis, je vous remercie. Et on se retrouve, comme d'habitude, dans quelques mois pour redresser un petit bilan. C'était un plaisir. Merci à vous.